Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous des mardis de la Société française d'audiologie, dont le thème sera les actualités sur les neuropathies auditives chez l'enfant. Ce webinaire est réalisé grâce au partenariat de la Société Grande Audition, que je remercie naturellement. Pour vous en parler, nous accueillerons ce soir trois intervenants. Tout d'abord, le docteur Nathalie Lundon, responsable de l'unité d'audiophоnologie et d'implantation pédiatrique, cochléaire pédiatrique de l'hôpital Necker à Paris. Madame Muriel Renard, audioprothésiste pédiatrique au sein des laboratoires Renard à Lille. Et Madame Aude de Lamaze, qui, après avoir exercé plusieurs années à Necker, est aujourd'hui installée au CESA d'Hermès de Toulouse. Elles seront précédées par Monsieur Hugo Benrubi, lauréat de la bourse SFA Audica 2022-2023, actuellement doctorant à l'Université libre de Bruxelles et qui vous présentera ses travaux sur l'ototoxicité de la gentamicine. Bienvenue à tous. Je vous laisse, comme d'habitude, poser vos questions via les QR de Zoom et nous y répondrons à la fin de toutes les interventions. Hugo, si tu es prêt, c'est à toi. Avant cela, un petit mot sur le Congrès mondial d'audiologie. J'ai failli oublier le plus important. Je vous rappelle le Congrès mondial du 19 au 22 septembre, dont les inscriptions à tarif réduit vont se clôturer le 30 juin, soit dans 5 jours. Donc, il est temps de vous inscrire si ça n'est pas encore fait. Petite précision également, nous avons eu la confirmation que les amphithéâtres bénéficieront d'une traduction simultanée en français pour ceux dont l'anglais aurait pu être un problème. Mais voilà, dépêchez-vous de vous inscrire. Il n'y a plus que 5 jours pour profiter des tarifs préférentiels et j'espère que vous nous rejoindrez nombreux. Nous avons déjà beaucoup d'inscrits ainsi que des panélistes du monde entier représentant l'élite de l'audiologie mondiale. Hugo, c'est à toi, tu as 5 minutes. Bonjour, bonjour. Je vais essayer de ne pas dépasser le chrono pour éviter de mettre tout le monde en retard. Donc, comme j'ai été très bien présenté, je suis Hugo Benrubi et je réalise actuellement un doctorat à l'Université de Bruxelles. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de mon mémoire de master que j'ai réalisé du coup l'année dernière, pour lequel j'ai eu la chance d'être le lauréat de la première bourse SFA Audica en 2022-2023. Donc, le sujet de mon mémoire était sur l'autotoxicité de la gentamicine, qui est donc un antibiotique qui est donné surtout en pédiatrie, qui est très connu pour être autotoxique et donc qui a énormément d'effets secondaires. On a essayé d'étudier un petit peu les différents mécanismes de cette autotoxicité pour essayer plus tard de pouvoir avoir des potentiels autoprotecteurs pour justement essayer de faire baisser cette toxicité. Donc, je ne vais pas avoir le temps de parler de tous les résultats. Évidemment, je vous laisse télécharger mon mémoire si jamais vous souhaitez, ou sinon je serai disponible pour répondre à vos questions. Ce qu'on a réalisé comme principal résultat, c'est qu'on a injecté de la gentamicine chez des souris C57 Black 6, donc dans leurs oreilles, pour lesquelles on a réalisé, avant les injections, 5 jours après et 12 jours après, des tests d'audition, donc des produits de distorsion et des ABR. Au niveau des résultats, ce qu'on a obtenu était assez fidèle avec la littérature. Ce qu'on a vu, c'était que, je vais essayer de vous montrer le pointeur laser. Ce qu'on a obtenu, c'était que les souris injectées avec de la gentamicine avaient une diminution de l'amplitude des produits de distorsion, et ces résultats étaient exactement les mêmes dans les ABR, où l'injection de gentamicine faisait augmenter le seuil de ces ABR. Ce qui, par contre, nous a surpris, c'est quand après, on a analysé leur cochlée au microscope confocal et qu'on a regardé le nombre de cellules ciliées dans les souris traitées avec de la gentamicine, on n'a obtenu aucune perte de cellules ciliées, alors que la littérature décrit justement cette perte. Par contre, ce qu'on a obtenu, c'est une perte de synapses qui est croissante avec, donc le nombre de synapses décroît plus on augmente la concentration de gentamicine, ce qui n'avait jamais été décrit avant. Donc finalement, alors que toute la littérature décrit plutôt une mort de cellules ciliées, bien à faible concentration, il y aurait, en tout cas les résultats de notre étude montreraient une synaptopathie qui induirait par la suite une mort cellulaire. Donc ça, évidemment, c'est continué dans le laboratoire à Liège, mais moi, aujourd'hui, je ne travaille plus sur ce projet-là.
j'ai commencé une thèse d'audition, enfin une thèse de doctorat, pardon, sur la réorganisation cross-modale des voies auditives chez l'enfant malentendant, où l'objectif, ce serait à terme de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'à la puberté, les enfants malentendants perdent énormément de capacités auditives. Mais ça, c'est pour une prochaine histoire que je me ferai un plaisir de vous raconter une prochaine fois. Voilà, voilà, je pense être tout pile dans les temps, si jamais je passe la main ou je réponds à des questions. C'était parfait, Hugo, c'était passionnant. On attend les résultats de cette thèse avec une grande impatience. Je vais donner la parole à Nathalie Lundon maintenant. Si, Si tu es prête, Nathalie. je suis là. Voilà, Voilà. et grâce à Hugo, tu as toujours 12 minutes parce que autant rester dans les temps. Merci Hugo, c'était fort intéressant. On en reparle à l'occasion. Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi d'être connectés à ce webinaire plutôt que regarder le match de foot ce soir. Donc la thématique va brosser les connaissances concernant les neuropathies auditives et puis l'actualité brûlante dont vous avez certainement entendu parler concernant la thérapie génique. Un petit rappel concernant les surdités avec neuropathie auditive. Donc ce sont classiquement des surdités des enfants qui pour la pédiatrie, des enfants qui consultent avec une surdité qui semble atypique. Donc, c'est des patients qui ont une audiométrie tonale et vocale qui peut être dissociée. Donc, la tonale est meilleure que la vocale, ou disons autrement, la vocale est plus mauvaise qu'attendue par rapport au seuil en tonale, possiblement, et où les résultats électrophysiologiques vont être non cohérents. Des auto-émissions et des produits de distorsion qui vont être présents et des PEA qui peuvent être très altérés. Donc, ce sont des patients qui se présentent comme ayant un trouble auditif ou une gêne auditive atypique. En effet, ces patients-là qui ont une neuropathie auditive ont des anomalies du traitement du signal acoustique qui impactent la discrimination, l'individu de la parole, dans le silence, dans le bruit, selon le degré de perte auditive et la localisation spatiale. Différents mécanismes ont été décrits. Dans ce grand groupe de neuropathie auditive, on a 3 grandes catégories finalement qui ont été regroupées sous la même entité. Soit il s'agit d'une atteinte de désafférentation neuronale avec une atteinte des axones, donc un nombre de fibres actives, soit en qualitative ou quantitative, donc de nombre de fibres efficaces, soit une désynchronisation neuronale, et notamment dans le cadre de démyélinisation, ou un dysfonctionnement plus moléculaire qui peut atteindre plus précisément soit les cellules ciliées internes, soit les synapses, soit le fonctionnement du nerf lui-même, soit une atteinte centrale. Et donc, ont été décrits plusieurs entités au niveau génétique. Donc, on commence tout juste à décrypter finalement l'ensemble de ce grand groupe de neuropathies auditives qui sont finalement, on peut avoir des profils étiologiques très variés. Ont quand même été proposé une classification, notamment dans ce document publié dans Brain. Donc, une classification avec une atteinte soit plutôt intracochléaire, donc des cellules ciliées internes, ou juste en intracochléaire au niveau de la synapse, des synapses à ruban, ou des atteintes postsynaptiques, donc au niveau du nerf auditif, du ganglion spiral et ou du tronc cérébral. Donc, il est pour bien comprendre en fait les patients et les profils évolutifs variés de ces patients, c'est important de comprendre le site lésionnel et puis à terme de pouvoir permettre de mieux adapter la prise en charge et les traitements à venir qui se profilent. Donc, les étiologies peuvent être soit génétiques, soit extrinsèques, donc acquises. Donc, pour les atteintes plus centrales, classiquement, l'hyperbilirubinémie est en cause, et du côté génétique, les pathologies mitochondriales. Mais d'une manière générale, les hypoxies et toutes les atteintes au niveau, toutes les pathologies périnatales peuvent entraîner des neuropathies auditives. En ce qui concerne le nerf auditif, donc soit on a une anomalie de formation du nerf avec des nerfs grêles ou absents, ou des nerfs qui sont présents, de morphologie présente, mais qui vont avoir un fonctionnement pathologique en raison d'une anomalie de leur fonction ou de la myéline. Ce sont des pathologies héréditaires le plus souvent sensorimotrices, avec un début plus tardif et progressif dans le temps. Donc ça atteint plutôt des adultes jeunes, des adolescents et des adultes jeunes, des adultes plus âgés.
Et puis les atteintes cellulaires ou synaptiques. Et donc, on s'intéressera ce soir, fera un focus sur une des pathologies qui représente un gros pourcentage de nos enfants ou des patients ayant ces pathologies, qui est la DFNB9, donc l'anomalie dans la protéine de l'autoferline. Donc, les anomalies génétiques sont variées. On décrit de plus en plus de pathologies. Donc, il y a tout un chapelet d'étiologies qui vont du un peu plus fréquent au extrêmement rare, où on accueille quelques patients. Et on essaye à chaque fois, en décryptant ces pathologies génétiques, de mieux comprendre où est précisément le site lésionnel. Là, par exemple, l'atteinte au niveau du récepteur des cellules ciliées internes décrit dans le DIAF3, la synaptopathie, donc le ruban synaptique, l'autoferline. Pour les postsynaptiques, une inhibition de l'activité du nerf cochléaire qui peut être associée à d'autres, c'est des polyneuropathies en fait, avec notamment des pathologies ophtalmologiques, des neuropathies optiques comme dans le OPA1, ou des anomalies de l'axone comme FRDA ou CMT2. Bref, on a un certain nombre d'étiologies qui ont été décrites au niveau génétique, et plus on avance, plus on décrit et on peut classifier ces diverses neuropathies. Donc, dans la clinique des neuropathies, vous allez avoir soit des surdités, des atteintes isolées, ou ça va s'intégrer dans des schémas d'atteinte plus globales, multi-organes, donc syndromiques. Ces neuropathies sont données pour 10% des surdités congénitales. Et donc, les tableaux sont variés d'enfants ou de patients ayant des surdités, donc des troubles auditifs. Ils viennent pour des troubles avérés, ou simplement se plaignent d'une gêne auditive, et finalement, on va découvrir une neuropathie auditive devant cette simple gêne. Donc, on peut avoir des patients qui se plaignent simplement, entre guillemets, de fatigabilité auditive ou de gêne dans des situations d'audition compétitive. Donc, méfiance, puisque pour ces patients-là, l'audiométrie tonale n'est pas représentative, finalement, donne une information très tronquée de l'ensemble de la pathologie. J'ai déjà vu des patients avec des auditions en audiométrie tonale absolument normales, des surdités légères, des surdités moyennes, des surdités sévères dans la classification du BIAP, ou des profondes. Les seuils peuvent être fluctuants ou évolutifs. Et pour certains patients peuvent avoir une surdité sensible au stress ou à la fièvre, et donc être thermosensibles avec des seuils qui sont très variables. Ce qui est donc représentatif, c'est que les seuils ne sont pas cohérents en vocal, ne sont pas cohérents avec la tonale, avec un aspect en dôme, une perte d'audibilité en augmentant l'intensité de stimulation. Et donc, on peut avoir, en termes d'électrophysiologie, également, le complément du tableau vont montrer, pour une majorité d'entre eux, en tout cas dans les débuts de la neuropathie auditive, des auto-émissions et des produits de distorsion et des potentiels microphoniques, si on est amené à les réaliser avec la machine de PEA, qui vont être conservés pendant très longtemps. Les potentiels évoqués auditifs eux-mêmes vont montrer des tracés soit totalement désynchronisés, donc vraiment sans rapport avec la courbe observée en tonale, ou microvoltés, ou avec des latences allongées, ou avec des ondes qui apparaissent, qui disparaissent selon la répétition de la stimulation. Donc, des PEA atypiques. Les ASSR sont un bon complément puisqu'ils ils sont moins sensibles à la désynchronisation et vont permettre, dans un certain nombre de cas, de voir réapparaître un seuil qui n'était pas mis en évidence par les PEA, et qui sont finalement plus proches de la courbe en tonale que ne peuvent le montrer les PEA. Enfin, les PEA corticaux sont un outil qu'on utilise dans certains cas quand on n'est pas complètement sûr quand on n'arrive pas, par exemple, à enregistrer les ASSR, ou quand on veut tester l'efficacité des appareils, des prothèses auditives. Le bilan, bon, on n'a pas le temps de traiter le bilan complet, mais certainement une imagerie pour aller chercher l'aspect du système nerveux central et du nerf auditif. Un bilan neurologique et des compléments pédiatriques selon l'historique et le développement psychomoteur de l'enfant. Et vraiment, ce qui est central aujourd'hui, c'est la génétique.
En ce qui concerne la prise en charge, je vais passer très vite puisque ça va être exposé par Madame Muriel Renard. L'appareillage auditif, aujourd'hui, pour les neuropathies auditives, finalement, il y a très peu de publications sur les résultats de l'appareillage auditif chez le très jeune enfant. Ce qui nous guide, et ça a été publié notamment dans l'American Academy Audiology, les pratiques, les guidelines, les guides de bonne pratique. Ces enfants atteints de neuropathie doivent être évalués au niveau clinique et audiologique. On ne peut pas s'appuyer exclusivement sur les potentiels évoqués auditifs et de fait, ils ne sont pas représentatifs de ce qui passe au niveau central. L'amplification doit donc s'appuyer sur l'audiométrie comportementale. Dans un certain nombre de cas, les enfants n'ont pas d'amélioration avec l'appareil auditif, mais il faut toujours commencer par cet appareil, surtout quand on se propose à une implantation cochléaire. Donc, toujours commencer par un essai prothétique pour savoir ce que ça peut donner. Les ajustements de l'amplification doivent être faits par quelqu'un qui a vraiment l'expertise d'observer et de réajuster. Dans un certain nombre de cas, on est obligé de céder des potentiels corticaux avec les appareils auditifs pour vérifier si l'information passe ou pas ou est efficace. Voilà quelques résultats que nous avons publiés, enfin que nous avons sortis pour l'ensemble de nos cohortes. Les scores avec prothèse sont très variables. Les résultats sur la réception de la parole, l'amélioration de la réception de la parole avec prothèse sont variables et vont surtout beaucoup dépendre, bien sûr, de l'étiologie de la surdité, mais aussi du seuil audiométrique. Les enfants avec des surdités légères, en général, ont bénéfice de leur prothèse. Avec les surdités moyennes, peuvent tirer bénéfice, mais parfois pas suffisamment et être, même en cas de surdité moyenne, en tonale, être candidat à des implants cochléaires puisque la réception peut être chutée. Et puis, dans les patients qui ont une surdité sévère à profonde, en général, plutôt candidat à un implant. Et ce qu'on voit aussi là sur le graphe du bas, ici, c'est que à part certains cas où, notamment quand il n'y a pas de nerf cochléaire ou un nerf très hypoplasique, globalement, les résultats sont plutôt probants avec un implant cochléaire, ce qui est un peu contre-intuitif, mais bon, on pourra en discuter. En tout cas, l'idée, c'est d'optimiser le délai du passage à l'implant et de repérer les difficultés perceptives persistantes malgré l'appareillage auditif chez ces patients. L'implant permet d'avoir des réglages particuliers, des stimulations plus adaptées, plus lentes, surtout lorsqu'il s'agit de surdité post-synaptique. Donc, la prise en charge référente de la réhabilitation auditive, c'est les aides auditives et ou l'implant cochléaire. Mais tout récemment, vous avez vu les publications concernant la thérapie génique. Donc, cette thérapie génique, elle a été elle est en œuvre dans 5 essais dans le monde qui traitent tous de la même cause de surdité, DFNB9, otoferline. Juste le principe de la thérapie génique, c'est qu'il s'agit d'apporter un fragment d'ADN qui va permettre de produire en intracellulaire une protéine défaillante et donc de restaurer une fonction. Donc de restaurer ou de réparer selon les pathologies. Il y a un certain nombre de pathologies qui sont déjà en cours de traitement chez l'homme avec la thérapie génique. On l'utilise en oncologie, on l'utilise sur des pathologies infantiles comme l'atrophie spinale infantile, l'achondroplasie, l'hémophilie. Donc ça existe déjà et c'est déjà utilisé. Donc, les principes, c'est que ça peut être utilisé soit in vivo, on va injecter la thérapie en intraveineux ou en intra-organe, ou ex vivo, c'est-à-dire on va prendre les cellules qu'on veut traiter, comme des cellules hématologiques, les traiter et les réinjecter chez le patient avec une efficacité, donc sur des maladies déjà connues, telles que répertoriées, une efficacité reconnue. Et cette nouvelle indication, DFNB9, c'est le premier candidat, c'est la première au monde de traitement par thérapie génique d'une surdité congénitale d'origine génétique. Pourquoi ce candidat dans les 5 essais actuellement en cours? Parce que c'est le meilleur candidat et pour le moment le seul, pour lequel on a un bon mélange, une bonne combinatoire. On connaît parfaitement la physiopathologie. C'est une atteinte isolée de la synapse, alors que les structures fines de l'oreille interne sont complètement conservées. Donc l'anatomie est conservée. On a un modèle de
qui reproduit tout à fait ce qui est observé chez l'homme, et la thérapie génique a été efficace chez ce modèle de souris dans la bonne fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire sur des souris matures. Donc, on pouvait tout à fait espérer reproduire, translater ces informations, ces résultats à l'homme. Donc, aujourd'hui, on a 5 études qui sont en cours. Une minute, Nathalie. Oui, je finis. Ce sont des études phase 1, 2, c'est-à-dire qu'on est en train d'observer s'il y a des effets secondaires et si on a une bonne efficacité de cette thérapie. Donc, on n'est pas encore sur la mise sur le marché. On a une dizaine de patients qui ont déjà été traités avec des résultats dans le mois qui suit et les 6 mois qui suivent l'injection, qui sont sur la grande majorité des patients, soit une normalisation, soit on passe d'une surdité profonde à une surdité légère à moyenne. Aujourd'hui, l'étude audiogène, l'idée avec le promoteur Sensorion est ouvert en France et en Europe. Il va concerner des enfants âgés de 6 à 31 mois ayant une surdité bilatérale sévère à profonde, une DFNB9 confirmée, c'est-à-dire ils ont une mutation bilallélique dans le gène de l'autoferline et ils n'ont pas d'implant cochléaire. Ils pourront bénéficier d'une injection unilatérale en intracochléaire en alternative à l'implant cochléaire. Voilà, donc c'est une injection directe dans l'oreille interne au niveau de la cochlée. Donc, il faut absolument se mobiliser si on ne veut pas avoir une perte de chance pour ces patients. Attention, on doit tous se mobiliser et en maternité, les pédiatres, les ORL, tous les patients qui suivent, tous les professionnels qui suivent ces patients. Cette neuropathie n'est pas repérée par les auto-émissions acoustiques, donc il y a encore du retard au diagnostic. Si vous avez un patient qui peut être dans ce profil-là, il faut l'adresser très précocement à l'ORL pour confirmer ce diagnostic et tous les réseaux de génétique sont alertés pour passer en priorité ces patients pour que la famille puisse bénéficier précocement de cette nouvelle thérapeutique. Donc, on a vraiment un changement radical à venir pour la prise en charge des surdités génétiques. C'est le premier pas, mais ça va s'ouvrir à d'autres causes de surdité, comme la connexine, comme la stéréosyline. Et il va falloir se préparer à moyen terme pour un screening plus généralisé et plus systématique des enfants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie. C'était dense, mais très clair. Je vais donner la parole maintenant à Muriel Renard pour l'avis de l'audioprothésiste. Muriel, si tu veux bien partager ton écran. C'est à toi. Muriel, ton micro est coupé encore, je pense. Et voilà. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. On va parler de prise en soins audioprothétique et puis on va commencer en évoquant la complexité de cette prise en soin de ces enfants porteurs de neuropathie. D'abord parce que la plupart des enfants qui nous sont adressés ne sont pas identifiés comme porteurs de troubles du spectre d'une neuropathie auditive, mais plutôt comme enfants porteurs peut-être de surdité endocochléaire. La deuxième chose, c'est qu'on a des variétés de tableaux cliniques qui sont très disparates selon que la surdité soit isolée, syndromique, selon le degré de surdité, la forme des courbes audiométriques, la compréhension de la parole et donc des difficultés rencontrées par les enfants. La dernière chose, c'est que le traitement auditif est complexe et on sait maintenant que ce n'est pas forcément qu'un dysfonctionnement de type bottom-up, mais que ça fait appel à plein d'autres structures que des structures auditives purement et simplement. Sur le plan auditif, la complexité vient de l'atteinte temporelle du signal acoustique qui impacte directement la localisation sonore spatiale de l'enfant, sa discrimination et sa compréhension dans le bruit. Alors, ce qui doit alerter l'audioprothésiste, à mon sens, il y a plusieurs choses et plusieurs niveaux. Au niveau de l'anamnèse, on a des signaux comme notamment la connaissance de naissance ou d'événements périnataux qui sont difficiles, qui doivent nous alerter. On a aussi des enfants qui présentent au moins un facteur de risque. On sait maintenant dans la littérature que 50 à 80% des enfants porteurs de neuropathie ont au moins un facteur de risque. Et puis aussi, quand on voit des enfants avec des troubles associés, il faut qu'on ait ça en tête puisque 30% des enfants porteurs de neuropathie présentent un trouble associé du type retard de développement, trouble du spectre autistique ou handicap physique.
À un autre niveau, on peut s'alerter lors du bilan audiométrique. On sait aujourd'hui qu'on a des courbes audiométriques typiques, si j'ose dire, des neuropathies qui sont plutôt décrites comme ascendantes, évidemment sans facteur transmissionnel, ascendantes ou plates. Et c'est la plupart des courbes qui sont comme ça. Les courbes descendantes sont présentes seulement dans 25% des cas. Et contrairement à ça, les courbes audiométriques atypiques peuvent également attirer notre attention quand on a par exemple des graphes pas bons, ça remonte à 1000, ça redescend à 2000, ça remonte à 4000, etc. Et ben ça doit attirer notre attention. Pour des enfants plus grands, quand on peut faire des bilans vocaux, ben, la discordance entre la tonale et la vocale, mais ça a déjà été évoqué par Nathalie London. Dans l'évaluation audiométrique, ce qu'on a à notre disposition, ben, c'est surtout les ASSR et surtout l'audiométrie comportementale qui reste l'examen le plus fiable. Et alors, quels sont les domaines d'action pour prendre en soin ces enfants? Ben, on a un domaine qui nous permet de modifier l'environnement de l'enfant, l'environnement sonore, et je parle surtout de l'environnement scolaire, fournir un traitement direct au système auditif, c'est le deuxième domaine d'intervention, et le troisième, c'est de développer ses compétences ou les compétences compensatrices de l'entourage, pardon, les stratégies. Modifier l'environnement de l'enfant, et je disais que je parlais de classe, évidemment, en France, la moyenne du niveau RSB est compris entre moins 7 décibels et plus 5. Or, on sait maintenant qu'un enfant, pour apprendre dans de bonnes conditions, a besoin d'un rapport signal sur bruit de plus 10 décibels. Et donc, du coup, on en est loin. Maintenant, on peut difficilement, nous, les audioprothésistes, aller améliorer l'acoustique de la classe. Donc, on va agir à notre niveau, par exemple en fournissant une amplification en cas de perte auditive relevée lors de l'audiométrie comportementale afin de rétablir l'audibilité. On peut adapter une aide auditive conventionnelle et évidemment, il faut rester prudent sur l'amplification et notamment si les auto-émissions sont conservées ou en cas d'audition fluctuante. Et puis, si le résultat vocal est mauvais, en dépit d'une correction optimale, eh bien évidemment, il faut adresser pour avis d'implantation cochléaire. La dernière chose, c'est qu'on peut fournir un système, on peut et on doit très souvent fournir un système de microphone déporté HF ou Bluetooth, peu importe la porteuse, y compris en l'absence de perte tonale pour améliorer ce rapport signal sur bruit, puisque ces enfants sont très gênés dans le bruit. Voilà, donc on a montré maintenant que cette utilisation, lorsqu'elle est bien faite d'un microphone déporté, eh bien, elle va avoir un impact positif sur la neurologie des enfants atteints de neuropathie, en améliorant notamment la représentation neurale du signal vocal et d'attention auditive. Le troisième domaine sur lequel on peut agir, c'est développer des stratégies compensatrices. On peut par exemple demander à l'entourage de réduire sa vitesse de locution. Donc, quelqu'un qui parle normalement, il parle à 3-4 syllabes par seconde. On peut demander de ralentir un petit peu ce rythme. C'est pas facile. On peut, chez les enfants qui savent déjà lire, utiliser en classe des supports visuels ou utiliser la pédagogie inversée, lui fournir par exemple le vocabulaire et le contenu du cours avant le cours pour que l'enfant puisse se l'approprier. Mais évidemment, la chose la plus importante, en tout cas très complémentaire, c'est la prise en soin de l'audition complexe en orthophonie. Et je passe parce que Aude nous en parlera juste après. Alors, quel test peut-on faire en orientation prothétique? Eh bien, il faut bien partir d'une base. Donc, je pense qu'il faut faire des seuils d'audition. Il faut les rechercher de façon séparée, par oreille et sur chaque fréquence, à tous les âges, et y compris chez les nourrissons. On sait très bien faire aujourd'hui. Donc, il faut vraiment qu'on ait des informations précises pour les exploiter. Bilan vocal dans le calme et dans le bruit, dès que le développement de l'enfant nous le permet. Si on a un bébé, c'est plus compliqué. Et puis, faire des tests de localisation sonore spatiale. Et on sait que c'est pas facile chez l'enfant, mais on verra qu'il y a peut-être des perspectives. Alors, avec quelle méthodologie? Eh bien, je pense qu'il faut garder des méthodologies supraliminaires, peu importe. Moi, j'utilise celle du pré-réglage, mais on peut utiliser la CTM, DCL, Suro ou n'importe quelle méthodologie supraliminaire. Il faut réaliser un RECD dès que possible. C'est pas toujours facile chez les bébés. Et vraiment, ce qui est très important, comme le disait le professeur London, c'est rester très attentif, clinique et s'adapter. En fait, je crois que c'est le maître mot, s'adapter en permanence. Quels sont les tests d'efficacité prothétique? Eh bien, on peut, en cas de perte tonale, faire des seuils prothétiques des deux côtés, oreilles séparées. Évidemment, on recommence sur toutes les fréquences et vérifier qu'il n'y ait pas d'inconfort à tous les âges, y compris chez le nourrisson. Moi, quand j'allume des aides auditives pour la première fois, j'aime bien faire un test de Ling ou un Ling-like, histoire de voir si tout le spectre fréquentiel est bien perçu par l'enfant. Et puis, les bilans vocaux, on en a déjà parlé, c'est la même chose qu'en orientation.
Et ce qui est très intéressant et très important à faire, c'est des tests de discrimination dès le plus jeune âge de l'enfant. Donc souvent, les orthophonistes spécialisés sont capables de le réaliser aux environs 18-24 mois maximum, mais Aude nous en parlera. Et puis, des tests de localisation sonore spatiale et vérifier les capacités interorales. Alors, j'avais prévu de vous présenter 4 cas, mais ça ne sera pas possible, donc on va présenter seulement Maddy. Donc, Maddy, je l'ai connue à 11 mois. Elle est née par procréation médicalement assistée. Elle est née à 26 semaines d'aménorrhée avec un poids de 830 grammes. Et donc, elle était très à risque. Elle a une sœur jumelle chez qui tout va bien, en tout cas au niveau de l'audition. Et puis, elle a une neuropathie auditive dont l'étiologie est inconnue aujourd'hui. On a fait on a fait une recherche par la puce NGS qui est négative et l'autofermine est également négative. Les éléments électrophysiologiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les automissions sont présentes, on n'a pas de PEA, les tracés sont désynchronisés, on n'a pas de PEA, on n'a pas d'onde individualisable, pardon, on a des PEA, et on a une onde nettement présente à 110 décibels du côté droit et du côté gauche. Que nous dit l'acoumétrie? C'est une petite puce qui, quand je la vois, réagit parfaitement à l'appel de son prénom à voix moyenne, voire même à voix faible. Et les tests acoumétriques nous disent que l'audiogramme de la meilleure oreille présente certainement une surdité moyenne sur les fréquences graves et une déficience légère sur les fréquences aiguës. Voilà les PEA qu'on obtient, donc avec une onde à 110 très nette, une onde 1, mais qui ne nous renseigne donc pas sur l'audiogramme. Voici ce qu'on a en audiométrie comportementale. Alors, la première fois que je la vois, je tresse l'aérienne et puis l'osseuse, qui me font dire que bon, on doit sûrement avoir des réponses qui sont fiables, puisque les deux courbes présentent la même forme. La sonie, elle est progressive dans sa dynamique. Ici, on a des niveaux de confort et on a une sonie vraiment progressive. Ça fait penser un peu à une surdité endocochléaire avec des dynamiques voilà, qui sont réduites. Comment on l'a appareillé? Avec des contours d'oreille à 12 mois, avec la méthodologie du pré-réglage, on a fait un suivi très serré, fréquent et régulier. Et puis, évidemment, on a mis en place une prévention orthophonique immédiate et soutenue, puisque les orthophonistes l'ont vu 3 fois par semaine. Le gain prothétique que j'obtiens donc à droite, il est tout à fait satisfaisant en parlant des seuils prothétiques. À gauche, il est déficitaire ici dans les aigus. On ne sait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, Maddy, elle a 9 ans et on a toujours le même gain dans les aigus et pourtant, on a des courbes qui sont fiables. Et puis, en vocale dans le calme, quand on fait une vocale à voix moyenne sans lecture labiale en voix directe avec un débit tout à fait normal en utilisant les listes cochléaires monosyllabiques de Lafon, on a 100% à droite, on est dans le calme, 90% à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que la lecture labiale seule, elle est de 58%, donc elle est pas mal, mais elle n'est pas non plus extraordinaire, ce qui tente à prouver que Maddy se sert quand même pas mal de son canal auditif, et on l'a évidemment dans les résultats vocaux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Maddy était petite, je me souviens très bien que quand elle avait 3 ans, par exemple, quand on faisait des vocales, il fallait que je parle plus lentement et que j'espace les mots que je disais. Et ce n'est plus du tout la peine aujourd'hui, je peux lui parler très vite, elle comprend tout à fait bien. La vocale dans le bruit, j'ai fait un VRB, donc ça date déjà de l'année dernière et ben évidemment, sans surprise, il est mauvais. La vocale dans le bruit, on a une augmentation de rapport signal-sur-bruit de 9,83. Et puis surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que même pour des niveaux faibles de bruit, on a une chute drastique ici. Et donc, c'est vraiment la caractéristique de l'audition de ces enfants. On a fait un test de segmentation temporelle. Alors là, j'étais un peu surprise. 5 millisecondes, elle les détecte complètement. C'est hyper facile. On n'est pas descendu à 3, mais ce sera à faire. Et puis, donc, quels sont les résultats de cette prise en charge? On a une évolution langagière qui est très favorable rapidement. On sait tout de suite, au bout d'un mois avec les parents, qu'on est sur la bonne voie. On l'observe et aussi rapidement, il me signale des difficultés dans les réunions de famille, dans le brouhaha. Et les parents sont très demandeurs de solutions, donc ils insistent pour avoir un micro HF parce qu'ils sont aussi très bien renseignés. Donc, je leur conseille dans un premier temps d'utiliser leur iPhone, le micro déporté de leur iPhone pour faire leurs essais dans le quotidien. Et tout ça, c'est positif. Donc, on a adapté un système HF très tôt, très précocement, à 4 ans pour l'école, parce qu'on avait aussi une institutrice qui était très adaptée, qui a très bien géré cette affaire. Et les parents ont fait bénéficier à Maddy d'une mise en place de LPC à 4 heures par semaine. Voilà, 8 ans après, les résultats, c'est Maddy, comment elle va? Eh bien, elle a redoublé son CE1, mais comme sa sœur jumelle qui n'a pas de trouble auditif a priori, son micro déporté, elle le porte en permanence à l'école, et elle le réclame et elle me dit que c'est super.
Sa voix et son langage sont de bonne qualité. Elle continue l'orthophonie, mais seulement pour la cognition mathématique. Et puis, elle a bénéficié d'un bilan d'une neuropsychologue qui montre qu'elle a un QI qui n'est pas très, très élevé. On est aux environs de 80 pour le QI total, qui est un QI homogène. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que le QI verbal est à 84. Et puis, surtout, ce que montre ce bilan, c'est que son attention est difficilement maintenue sur des tâches auditives, alors qu'elle l'est parfaitement sur des tâches visuelles. Voilà, je vous ai mis un petit enregistrement de la voix de Maddy qui est en mode youtubeuse, s'est enregistrée dans la voiture pour faire un petit sketch. Elle parle d'oignon bleu. Je vous le fais écouter si on a encore le temps, c'est 30 secondes. Muriel, on n'entend pas. Ah mince. Oui, on n'a Alors, pas vous auriez dû l'audio. me le dire. Bah, c'est tant pis, je passe, c'est dommage. Je voulais que vous écoutiez la qualité de sa voix. Bon, bref, elle a une voix tout à fait normale et un vocabulaire tout à fait normal. En conclusion, de quoi ont besoin les audioprothésistes pour bien prendre en soin ces enfants? Ben, ils ont besoin d'un diagnostic et d'un bilan étiologique précoce. Donc, on a hâte de préciser tous les sites de lésions, ces sites physiopathologiques. On doit, à mon sens, avoir un regard neuf pour chaque patient et aussi, surtout, à chaque rendez-vous pour ces enfants parce qu'on sait qu'on a des fluctuations, des évolutions possibles qui sont négatives ou positives. Par exemple, chez les grands prémas, quand c'est une prématurité isolée, on sait que ça peut s'améliorer. Il faut être à l'écoute des parents qui demeurent tout le temps des référents et qui sont riches d'informations. Et puis se dire que si un enfant n'entre pas facilement dans le langage, eh bien, alors qu'il est appareillé ou implanté de façon optimale, eh bien, ça doit déclencher chez nous un warning. Il faut absolument qu'on se concerte avec l'équipe pluridisciplinaire. Et il faut garder un contrôle clinique important. En fait, les enfants, ils nous donnent un tas d'indices par leur comportement, leur voix, leur niveau de langage, etc. Donc, il faut rester clinique. Il y a un petit challenge technologique qui est bien pour les besoins de diagnostic. On a besoin de nouveaux outils de diagnostic. Donc, peut-être que l'équipe de Montpellier et de Reims, avec leur PSTR, vont nous apporter pas mal de choses, on espère. Et puis, on a besoin de nouveaux outils d'évaluation pour mesurer la localisation sonore. Et là, de mon côté, j'ai essayé la lunette virtuelle de Xenilab et avec un enfant de 7 ans, ça a très, très bien fonctionné. Mais j'espère qu'en adaptant l'environnement visuel, on va pouvoir descendre beaucoup plus chez les petits. Et puis, pour évaluer la discrimination phonémique, pardon, de façon précoce, et ben peut-être que l'avenir va nous ouvrir des portes. L'équipe lilloise, notamment la thèse du docteur Delory récemment, a montré qu'on pourrait avoir des bénéfices pour évaluer la discrimination de ces petits bébés bien avant qu'on soit capable de le faire nous ou en orthophonie. Voilà. Et puis le challenge génétique, eh bien, on vient d'en parler et on a hâte d'avoir toutes ces nouveautés. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Muriel, pour ce large overview de l'activité de l'audioprothésiste. Dans ces cas particuliers, je vais passer la parole à Aude de Lamas, si elle est prête. Oui. C'est parfait. Aude, c'est à toi. Merci beaucoup. T'écoute. Merci à la SFA de m'avoir proposé d'intervenir ce soir. Donc moi, je vais parler de la prise en soin orthophonique de ces enfants. Bravo Muriel et Nathalie, vous avez respecté, et Hugo, vous avez respecté le timing. Donc normalement, je peux avoir 12 minutes. Cette population, et c'est important que les orthophonistes y prêtent attention, c'est, comme l'a dit Nathalie et Muriel, une population assez hétérogène, de par la localisation de l'atteinte, de la perte auditive, de l'âge d'apparition, de diagnostic, et aussi, et c'est important d'en tenir compte, des fluctuations du matin à l'après-midi et de la présence de troubles associés. Donc, c'est une prise en charge qui doit vraiment être individualisée, avec, et j'insiste, des attentes et un pronostic langagier différent. Il y a deux grands groupes, donc les neuropathies présynaptiques et synaptiques, qui fonctionnent un peu comme des surdités isolées, Nathalie les a présentées tout à l'heure, avec parfois un décalage linguistique et une différence entre la tonale et la vocale. Ces patients, on se pose la question de l'appareillage ou de l'implant, et on le verra après, ils ont des difficultés de traitement temporel de l'information. Et puis, il y a les neuropathies post-synaptiques qui sont
qui ont besoin d'une prise en soin plus complexe, avec un appareillage qui est souvent difficile et des troubles associés, pour lesquels il faudra vraiment interroger le projet de vie de ces enfants avec la famille. Donc, c'est très important pour l'orthophoniste de se mettre en lien avec l'ORL, parce que la prise en charge va être très différente selon l'étiologie. Il va falloir réfléchir avec la famille au projet de vie pour cet enfant en ayant toutes les cartes en main être capable de repérer au plus vite les décalages d'évolution et modifier la prise en charge si besoin. Donc, il faut vraiment les suivre de près et réitérer les évaluations pour être sûr que le décalage ne se creuse pas. Et puis, il faut être très prudent aussi sur les pronostics linguistiques qu'on donne à la famille, notamment en cas de cause syndromique et d'anomalie du nerf, parce que ce sont des enfants qui vont peut-être pouvoir récupérer des capacités en perception de bruit, d'environnement sonore, mais par contre, de perception de la parole, parfois, ils ont des capacités d'identification de mots en liste fermée, mais pas toujours en liste ouverte. Donc, il faut faire attention. On ne sait pas si ces enfants vont rentrer dans le langage ou pas. Après, pour ceux qui ont ils ont une défaillance du traitement temporel de la parole, et ce qui reste difficile pour eux, c'est de percevoir dans le bruit, percevoir des sons complexes, discriminés, comme l'a dit Muriel tout à l'heure, et donc identifier ces phonèmes. Identifier les phonèmes, notamment les consonnes, parce que ce sont des phonèmes brefs, et aussi percevoir la prosodie de la parole, puisque ce sont des enfants qui vont avoir du mal à analyser au son de la voix si c'est une question ou une affirmation, à sentir les émotions qui passent par la prosodie de la parole et qui seront très gênés par un débit rapide de parole. On essaye de tenir le timing de 12 minutes, mais c'est vrai que du coup, on accélère notre intelligibilité, on accélère notre débit de parole, et pour eux, c'est extrêmement difficile. Ils sont en difficulté également pour localiser un son. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des fluctuations qui sont observées chez ces enfants qui peuvent gêner leur qualité de vie et aussi avoir des répercussions sur leur comportement au quotidien. Alors, pour le bilan orthophonique, ce sont des spécificités. On va devoir évaluer l'audition complexe. Alors, on n'a pas toujours toutes les capacités d'évaluer encore cette audition complexe, et on y reviendra plus tard sur la nécessité d'innover. Mais on a des possibilités d'évaluer la discrimination auditive de son non-verbaux, de son verbaux. On peut aussi évaluer l'audition dans le silence et dans le bruit. C'est important de voir au quotidien, et même si on n'est pas en cabine audiométrique comme l'ORL et l'audioprothésiste, c'est important de voir comment l'enfant se débrouille dans le bruit, s'il s'adapte, s'il met en place des choses, des stratégies pour récupérer les informations. On peut aussi évaluer la localisation et la perception du rythme et de la prosodie de la parole. Et tout ça pour regarder les impacts sur le développement du langage. Alors bien sûr, on n'aura pas les mêmes attentes en fonction de l'âge et des présences de troubles associés, mais c'est très important de les évaluer rapidement, très jeunes, et de commencer très tôt sur de la discrimination, pareil, pas pareil, et de regarder les décalages de développement du langage, d'entrée dans le langage. Au niveau de la prise en soin, on va être sur un entraînement auditif intensif pour la partie bottom-up, avec toutes ces petites bulles-là qu'on va devoir travailler au quotidien, avec des logiciels, avec des possibilités de mettre en place des capacités d'audition complexes. Ce n'est plus un travail dans le silence, même si ça reste important, mais vraiment dans des conditions d'écoute qui ne sont pas optimales, des conditions d'écoute que l'enfant va retrouver au quotidien. Donc, la perception dans le bruit, tout ce qui est latéralisation, localisation auditive, le travail de closure auditive, parce que ces enfants vont avoir l'information du début de la phrase, mais il faudra compléter la fin. Tout ce qui est conscience phono, discrimination auditive, en lien aussi parfois avec le langage écrit qui va nous aider comme support visuel. Le travail de rythme, de débit de parole, et puis tout ce qui est reconnaissance des configurations temporelles en lien avec la perception de la prosodie. On va être aussi sur une
un entraînement cognitif pour la partie top-down, puisqu'il va falloir entretenir, encourager aussi tout le travail de mémoire auditive, d'attention auditive. Quand on a la chance d'avoir une neuropsy à côté dans une équipe, c'est super parce qu'on peut partager. Quand on est toute seule en libéral, on peut aussi mettre en place des choses sur la mémoire et l'attention auditive. Et puis, bien sûr, travailler sur le bain langagier parce que plus vous maîtrisez le langage oral et plus les capacités de suppléance mentale vont être bonnes. On va devoir aussi travailler tout ce qui est stratégie de compensation visuelle pour que l'enfant au quotidien prenne des repères visuels, notamment au niveau de la lecture labiale et la langue française parlée complétée peut être un bon soutien. Au quotidien, Muriel, tu en as parlé aussi tout à l'heure, optimiser l'environnement de l'enfant. Donc, on va nous accompagner ces modifications environnementales à la maison ou en classe. On va accompagner l'appareillage et le port du micro HF, donc en lien avec l'audioprothésiste, mais aussi avec l'école. Et puis surtout, on va essayer de le rendre acteur, cet enfant. Et il y a un petit matériel que je vous conseille qui s'appelle Chasse et Pêche. Je vous ai mis là les références. C'est pas le chasse et pêche qu'on connaît, mais c'est chasse le bruit et pêche l'information, qui donne des petites vignettes donc, qui permettent à l'enfant de dire, au lieu de tout simplement dire quoi, d'expliquer à l'interlocuteur pourquoi il n'a pas entendu le message. Donc, ça va être, est-ce que tu peux parler plus lentement? Est-ce que tu peux parler plus fort? Est-ce que tu peux fermer la fenêtre parce que je n'entends pas avec le bruit de la rue? Est-ce que on peut demander aux copains de faire un peu moins de bruit, etc., etc. Le rendre acteur pour qu'au quotidien, il puisse modifier son environnement. Alors, par rapport à la thérapie génique, donc il y a plein de questionnements qui se posent. À l'avenir, on va sûrement avoir des enfants plus jeunes, peut-être avec moins de fluctuations. On verra, est-ce qu'il y aura vraiment besoin d'une prise en soin en orthophonie ou pas? Quelle sera leur évolution? On ne sait pas. Est-ce que cette prise en soin sera de transition, de courte durée? On le verra aussi. En tout cas, pendant un temps, il y en aura peut-être, possiblement, qui auront d'un côté un implant, de l'autre un traitement par thérapie génique. On peut tout imaginer. En tout cas, ce qui est important, je pense, ce sera de vraiment développer des outils d'évaluation et de prise en soin parce qu'on va avoir des enfants plus jeunes et c'est vrai que nos capacités d'évaluation ne sont pas encore très normalisé par rapport à l'enfant normand-entendant. Et donc, on a vraiment besoin d'outils et de logiciels pour la prise en soin qui se mettent en place. Et puis, voilà, je peux vous conseiller pour les orthophonistes deux références qui sont intéressantes et disponibles facilement sur Internet. Donc, les cahiers de l'audition, il y a eu 2 articles par Isabelle Prang et Nadine Cochard en 2021 sur la neuropathie et un mémoire qui date un peu maintenant, qui date de 2014, mais quand même, qui a été fait par une étudiante en orthophonie sur la prise en charge de cette neuropathie auditive qui a été encadrée par Amélie Audoin. Ces deux références sont disponibles facilement sur Internet, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous remercie de votre attention. Bravo, tu as magnifiquement tenu ton timing toi aussi. Félicitations à tous les intervenants. Vous avez dû être très clair parce que nous n'avons pas énormément de questions, certaines peut-être qui ont déjà été répondues en direct, mais qui peuvent intéresser la salle. Je reviens peut-être, Nathalie, sur cette question sur les enfants avec des PEA absents et des ASSR présents, parce que c'est un signe fort de neuropathie. Absolument. Donc, en effet, parmi les tests électrophysiologiques, vraiment ce qui nous signe la problématique de neuropathie additive, c'est que ces PEA ne sont pas normaux. Ils ne sont pas normaux, le tracé, soit il est complètement désynchronisé, donc on ne voit aucune onde, soit les ondes sont atypiques, c'est-à-dire on n'a pas le tracé qui montre un seuil à 50 décibels, au-delà du seuil, c'est bien synchronisé, les tracés sont amples. Donc, on a un coup une onde 3 qui apparaît, un coup une onde 5 qui apparaît, et c'est variable en fonction du nombre de passages. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les ASSR résistent beaucoup mieux à la désynchronisation. Donc, sauf dans le cas
cas des enfants qui ont une surdité extrêmement profonde, où là, de toute façon, tous les tests vont être, même les ASSR vont être absents, puisque les ASSR sont assez représentatifs potentiellement du seuil auditif en tonal, mais les ASSR vont être finalement intermédiaires. Si on a une audiométrie tonale qui montre un seuil moyen, par exemple, des PEA sont totalement désynchronisés. On peut avoir des ASSR avec des seuils à 80 décibels ou être près du seuil en tonal à 60 décibels. Le fait d'avoir cette dissociation, mais finalement des ASSR présents alors que les PEA sont absents, ça signe la neuropathie. Moi, si je peux juste ajouter une petite chose pour les orthophonistes, parce qu'il y a encore des enfants pour lesquels on observe des décalages linguistiques qui ont eu des auto-émissions et uniquement des auto-émissions et qu'on renvoie vers l'ORL qui ne fait qu'une tonale. Et finalement, je voudrais juste passer le message que si en cabinet, vous avez des enfants qui ont des auto-émissions dans le carnet de santé, on le voit bien à la page, et que vous renvoyez vers l'ORL et qu'il ne fait qu'une tonale, demandez le vocal, demandez des PEA en centre référent parce que normalement, ils doivent avoir des PEA. Je veux renforcer ça aussi. Bon, on a effectivement, le plus souvent, les patients, ils ont quand même un trouble auditif en tonal, bon, mais on a un certain nombre d'enfants qui donnent le change, ils sont en retard au niveau du langage, ils ont quand même une perception. L'examen en tonal peut être, certains cas, la tonale peut être tout à fait normale, et il faut vraiment aller jusqu'au PEA. Et c'est ce trouble d'audibilité qui doit faire mesurer les PEA. Même parfois, la vocale est décalée, mais peu décalée. Donc, on se dit, bah, c'est un trouble attentionnel, etc. Il faut vraiment à un moment donné que ces patients ils aient des PEA. On a repêché, moi j'ai repêché encore la semaine dernière un grand de 18 ans qui suit un parcours normalisé, mais qui se bat tous les jours de sa vie. Et il a une neuropathie, il a des PEA absolument plats. Et il a une audition dans les limites de la normale. On s'est toujours arrêté là. Ni vocal, les auto-émissions étaient normales, rentrez chez vous. Et il a une neuropathie. Donc, il faut vraiment, vraiment être vigilant dès qu'il y a quelque chose de pas tout à fait typique. C'est une excellente transition pour vous rappeler qu'il y a une recommandation sur l'audiométrie vocale chez l'enfant qui est disponible gratuitement sur le site de la SFA à la suite d'un groupe de travail que tu as coordonné, Nathalie. Donc, n'hésitez pas à la télécharger, c'est une mine d'informations. Encore peut-être une ou deux questions dessus. Il y avait une question éventuellement pour toi, Aude, sur l'intérêt et ton utilisation éventuelle de la LPC sur ces patients. Ça a déjà été. La LPC, c'est intéressant chez certains seulement. Et c'est intéressant parce que ça complète le message et que parfois ça aide, mais la double information visuelle et auditive en même temps peut être gênante pour ceux qui ont du mal à gérer deux informations en même temps. Maintenant, ça se teste, ça peut s'utiliser aussi dans le cadre de la rééducation pour aider à faire comprendre la discrimination entre deux sons. Ça se teste aussi avec l'enfant. Mais attention à ceux qui ont du mal à prendre deux informations en même temps. Voilà. Encore une fois, c'est vraiment une prise en charge individualisée en fonction des compétences de l'enfant qu'on a en face. Merci, Aude. Et enfin, peut-être pour terminer, juste rappeler la différence, c'était la première question, entre la neuropathie auditive et le trouble du traitement auditif, pour que ce soit bien clair. Alors, dans le cas d'une neuropathie auditive, il y a un trouble, il y a une surdité. La surdité est atypique, mais il y a une surdité plus ou moins périphérique, donc intracochléaire au niveau de la synapse, au niveau du nerf ou au niveau très précoce au niveau du tronc cérébral. Dans le cas des troubles du traitement auditif, ces patients-là ont une audition périphérique normale. C'est le traitement plus cortical de l'information qui est atypique. Donc, vos examens électrophysiologiques classiques, ASSR, PEA, auto-émission, tout ça, c'est parfaitement normal. Et l'audiométrie dans le silence, tonale et vocale dans le silence, va être normale. On va démasquer ces troubles du traitement auditif en les testant dans le bruit et en faisant des potentiels corticaux, donc plus tardifs, qui peuvent mettre en évidence le trouble très, très, très périphérique, enfin très cortical ou sous-cortical de l'information. Donc voilà, c'est vraiment très différent. Classiquement, retenez, les enfants avec des neuropathies auditives, ils ont des PEA anormaux. Les enfants avec des troubles de traitement auditif, ils ont des PEA, je parle des PEA précoces, complètement normaux. D'ailleurs, on ne peut plus les classer comme TTA s'ils ont une surdité associée. Bah, écoutez, il n'y a plus de questions, donc je pense qu'il va être temps de conclure.
Je voudrais remercier tous les participants d'avoir fait l'effort d'assister à ce webinaire malgré une actualité très riche ce soir, footballistique ou autre. Merci à tous nos intervenants pour la clarté de leurs interventions et un respect magnifique du timing. Qui n'était pas gagné au départ, mais je suis très impressionné. Ah. Ah, Il me reste- on a encore une question. ah, ah oui, qui vient d'arriver à l'instant, tu as Ouais. raison. Est-ce que la difficulté de traitement d'une double information visuelle auditive peut se retrouver avec la lecture labiale? En fait, c'est pas la même chose que de devoir traiter un code qui arrive avec le LPC. C'est-à-dire que prendre des informations visuelles sur le visage qui sont vraiment automatisées, visuelles, audition en même temps, c'est pas la même chose que de rajouter un décodage qui est à côté. Enfin, j'imagine que c'était en lien avec le LPC, j'imagine, que de rajouter un décodage d'un code qui n'est pas synchronisé avec l'information auditive. Donc, c'est très important. La lecture labiale, tout le monde s'en sert. Et d'ailleurs, on le sait que quand on avait les masques pendant le Covid, on était extrêmement gênés. Et au contraire, il faut renforcer ce regard parce que ces enfants-là n'ont pas pris l'habitude, étant jeunes, de regarder leur interlocuteur. Donc, il faut au contraire renforcer ce regard sur la lecture labiale. Je pense que c'est clair. Sinon, n'hésite pas. C'est clair. Merci beaucoup, Aude. Moi, je voulais juste rajouter un petit mot, pardon Cyril. Je pense que, ce que Muriel a aussi très bien dit, je pense qu'un certain nombre de ces patients sont passés à la trappe, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le diagnostic. Ils sont autour de nous. Et qui que vous soyez, orthophoniste, audioprothésiste, si vous avez ORL, si vous avez un doute, parce que c'est pas comme normal, il faut vraiment pas hésiter à demander un deuxième avis en centre expert parce que un certain nombre d'examens, à reprendre le dossier intégralement, parce qu'un certain nombre d'examens peuvent ne pas avoir été faits exactement dans les nouvelles règles actuelles de l'art et donc pas hésiter à interpeller les professionnels. Chacun d'entre nous, nous sommes potentiellement acteurs d'aider ces familles et ces enfants. Voilà. Merci, Nathalie. Alors, une dernière question. Enfin, vous avez encore un petit peu de temps pour poser vos questions. N'hésitez pas. En cas de surdité sévère avec neuropathie auditive, faut-il tout de même passer par un appareillage auditif avant une indication d'implantation cochléaire? Oui, la réponse est oui. Il faut passer pour un Merci. appareillage et Muriel pourra répondre peut-être plus précisément à la question. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Et donc, oui, bah oui, en cas de surdité sévère, je pense qu'il faut toujours passer par la case appareillage. Et puis, je ne sais pas si on parle de surdité sévère avec neuropathie auditive identifiée. En tout cas, si elle ne l'est pas, on sait que dans les surdités sévères, on en a très peu qui sont quand même de bonne qualité. Je crois que ce qu'on lit, c'est 1 sur 5. Donc, bien souvent, on doit quand même s'orienter vers un avis d'implantation cochléaire. Et en cas de neuropathie auditive, de toute façon, on va essayer de rétablir une audibilité et puis s'adapter après aux résultats. On peut avoir un certain nombre de patients selon les contextes, notamment dans le cas des grandes prématurités ou des enfants qui ont vraiment des parcours chaotiques périnataux initiaux. On peut avoir des effets de maturation, donc il faut être assez prudent pour ces enfants-là et se donner du temps pour voir si on n'a pas une amélioration dans le temps des seuils auditifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, quand on n'a pas ce contexte, on n'a pas de facteur, on va s'orienter vers de la génétique. Et la génétique peut aussi nous aider à donner un pronostic. Donc, c'est vrai que pour un certain nombre d'enfants, pour la majorité des enfants, en cas de surdité sévère à profonde, c'est plutôt des enfants qui vont, dans un deuxième temps, s'orienter vers qui on va orienter vers un implant cochléaire. Mais encore une fois, méfions-nous des enfants avec des pathologies périnatales. On a des effets de maturation jusqu'à 2 ans après la naissance. Donc, ne pas se fier immédiatement, ne pas se jeter sur ces patients, faire une double implantation cochléaire ultra précoce, c'est le crime parfait. Il n'y aura plus moyen de prouver qu'ils auraient pu évoluer vers une audition dans les limites de la normale. Et si je peux me permettre pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Nathalie, en fait, j'avais deux cas qui sont frères, deux petits frères que je devais présenter, Antonin et Charlie. Et j'ai un Antonin qui maintenant a 6 ans, qui a une neuropathie, qui a une courbe, lui, légèrement descendante des deux côtés, qui a une surdité moyenne du second degré.
et son petit frère que j'ai pris en soin à 4 mois, qui avait une courbe justement en W comme ça, avec des auto-émissions présentes, des PEA complètement désynchronisés. Et évidemment, pas de problème d'oreille moyenne. Et bien, au bout de 2 mois, son audiogramme s'est amélioré. Sa maman m'a signalé que ça s'améliorait, etc. Et ça s'est amélioré jusqu'à normaliser. En tout cas, l'audiogramme s'est normalisé à droite. À gauche, il nous reste une surdité légère. Donc, c'est toujours être prudent, observateur et faire des contrôles fréquents et proches, en tout cas dans le début de la prise en soin. Alors, il y a une dernière question là que je viens de voir concernant les auto-émissions. Donc, classiquement, les auto-émissions sont présentes avec les produits de distorsion et les microphonies cochléaires. Il a été décrit notamment dans les pathologies autoferlines des FNB9 qu'avec le temps, dans un certain nombre de cas, les auto-émissions peuvent disparaître, en effet, au bout de quelques années, 4-5 ans. Les produits de distorsion résistent mieux, ainsi que les microphoniques cochléaires. Donc, ça peut disparaître dans le temps. Ça dépend aussi des pathologies. Donc, on a quand même, notamment, je vous parle de ce jeune homme de 18 ans, donc même très tardivement, encore des auto-émissions bien présentes, alors que les PEA sont désynchronisés. Donc, c'est variable, mais c'est possible qu'il n'y ait plus d'auto-émission avec le temps. Une question sur l'intérêt d'un bilan biologique et radiologique. Biologique, pas spécialement. Alors évidemment, quand on a une pathologie génétique bien identifiée ou une anomalie de la recapture de la vitamine B6, etc., là, on va se lancer dans des examens, mais on va dire c'est de façon secondaire. L'imagerie, oui, l'imagerie, c'est l'IRM, c'est l'examen de première intention pour voir le système nerveux central, la cochlée, l'appareil cochléo-vestibulaire et le nerf auditif. Une question, Muriel. Dans les neuropathies, un appareillage ouvert ou fermé? Alors, c'est aussi le deuxième cas que je devais vous présenter. J'ai un enfant que j'ai reçu là pour le coup avec une neuropathie identifiée, avec une surdité légère, les graves, on va dire à 30 décibels, et puis ça remonte tout doucement vers 20 décibels. Et là, c'est vrai qu'en tant qu'audioprothésiste, on se dit, qu'est-ce qu'on fait si on ferme, enfin, c'est-à-dire que si on lui redonne du gain dans les graves, on va fermer. Si on ferme, on va l'empêcher d'entendre les fréquences qu'il entend bien naturellement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Devant l'assistance des parents et du médecin ORL, j'ai appareillé en fermant, en étant très prudente. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné du gain au son faible et puis on a observé. Et puis cet enfant qui s'appelle Pierre, il a immédiatement démarré au niveau du langage. Il a gardé ses appareils qu'il a vite réclamés. Alors, je l'ai connu tard, je l'ai connu à 2 ans et demi. Et en fait, au final, il a un super bénéfice. Il réclame ses appareils tout le temps. Il est bien protégé. Au restaurant, il comprend mieux, etc. Donc voilà, je continue à dire, on s'adapte. C'est sûr que si on n'a pas de perte dans les graves, c'est plus facile. Bien, cette fois-ci, je crois qu'on arrive au bout de ce beau webinaire. On va vous donner rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition. Il me reste à vous remercier encore tous et surtout nos 3 intervenants. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Merci à tous.